Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue période sans vidéo. Je vous ai présenté des matchs de NFL, je vous ai présenté des let's play. Et bien là, on revient quand même au cœur de la chaîne, à savoir des reviews et mon avis très critiqué sur les jeux. Aujourd'hui, il va s'agir du Reichbuster, puisque j'ai eu la chance d'avoir un all-in. Et je vous en parle directement de suite. Allez, c'est parti. Alors en préambule de cette vidéo, sachez que tous les revenus de la chaîne, à savoir Tipeee ainsi que YouTube, seront dédiés intégralement, dans son intégralité, à nos aides-soignants à des cagnottes. Donc le mois dernier, c'était 300 € que j'ai pu donner directement dessus, donc j'en suis vraiment très content et c'est aussi grâce à vous parce que vous avez partagé, etc. les vidéos. Donc continuez de partager, notamment celle-ci, puis les dernières qui vont sortir aussi sur la chaîne, pour augmenter les revenus, alors qu'ils ne sont pas là pour moi, parce que je donne tout au centime près directement. Je peux pas vous faire un screenshot, il y a mes coordonnées bancaires, donc ça sert à rien. Mais voilà, merci d'être au rendez-vous et puis surtout de partager un peu plus ces vidéos. Donc continuez à partager les vidéos. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler de Reichbuster, de nazis ainsi que de soldats et de résistants français. Reichbuster, c'est quoi? C'est le dernier jeu de chez Mythic Games après Joan of Arc, campagne Kickstarter qui a très bien marché. De 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 45 à 1h30 de temps. Et c'est du full coopératif, soit tout le monde perd ou alors tout le monde gagne. Dans Reichbuster, vous allez jouer une équipe, j'allais dire une armée, mais non, c'est une équipe face à une armée de nazis. Vous allez devoir, lors d'une campagne, essayer de comprendre un peu ce Project Vril qui est dans un château un peu secret dans la forêt et qui vous permet un peu de voir qu'il y a un petit côté occulte autour de ces nazis qui vont peut-être avoir, ils vont faire appel à l'aide aux enfers ou alors à de la magie noire pour pouvoir faire apporter d'autres choses dans ce monde ténébreux. Et vous êtes là, vous me dites, on ne passe pas. Allez, maintenant, on regarde comment se joue et on passe sur le gameplay. Dans Reichbuster, vous allez récupérer une des 6 missions de la campagne ou alors composer un raid. Je viendrai vraiment à la fin pour vous expliquer comment se passe un raid. Vous allez mettre votre setup et vous êtes fin prêt à jouer. Chaque joueur va être doté d'un personnage. Et un personnage va avoir ses compétences listées ici. Il va avoir sa carte avec au background un petit fluff concernant sa personnalité et ce qu'il vient faire ici. Vous allez avoir son armement. Vous allez aussi avoir un deck qui est prédisposé à chaque personnage et qui est unique à chaque personnage. Vous commencez avec 5 cartes avec obligatoirement 2 cartes comme ça au début de profil que vous avez. Les cartes vont vous permettre de faire des actions supplémentaires ou de pallier au hasard du dé. Une fois qu'on a fait ceci, alors là je joue avec une configuration uniquement avec 2 héros. Sachez que quand vous jouez en solo, vous êtes obligé de récupérer 4 héros pour pouvoir faire un scénario directement ou une partie de raid. Comment se joue du coup Reichbuster? On commence avec le tour du héros. Donc le tour du héros, chaque joueur va jouer chacun son tour. Il va faire 2 actions, plus s'il a des cartes dans la main pour pouvoir optimiser un peu sa main, mais ce n'est pas obligatoire. Parmi les actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir se déplacer. Donc on se déplace bien sûr de une zone directement. Tout ça, c'est assez simple. On va pouvoir aussi attaquer, je viendrai bien évidemment sur l'attaque une fois qu'il y aura des monstres, etc. dessus. On va pouvoir fouiller, ce que vous pouvez voir ici, ce sont des pions fouilles. Vous allez devoir lancer des dés de bruit pour voir si vous générez du bruit. Et le bruit, vous allez tirer une carte pour voir ce que vous avez fait en ouvrant une porte ou alors en essayant de trouver un item. J'y reviendrai bien plus tard quand on va parler du bruit. Vous allez pouvoir piocher 2 cartes de votre deck ici pour constituer votre main, à savoir que vous avez une taille limite, 2 mains quand même. Alors, uniquement pour piocher, sinon vous ne pouvez pas vous déposer pour avoir une taille limite de main. Vous allez pouvoir déverrouiller, ouvrir une porte ou alors récupérer pour pouvoir, dès que vous êtes KO, vous pouvez récupérer pour pouvoir faire ensuite des actions plus tard. Alors on regarde bien évidemment le déplacement, mais surtout les actions, de pouvoir crocheter en fait une porte ou de l'ouvrir tout simplement. Vous voyez ici un symbole avec le dé blanc. Ça veut dire quoi? Dans ce jeu, on va avoir 3 types de dés. On va avoir les dés de couleur noire qui sont ici, qui vont être uniquement pour la tatane et la baston. Les dés de couleur blanc ici vont être uniquement pour essayer de découvrir des portes ou alors faire des compétences supplémentaires ou bien déverrouiller ou trouver des items, et vous allez avoir les dés verts qui vont constituer votre défense. Donc par exemple, une action ici avec Red Hawk, ça va être pour j'ouvre une porte. Donc je retourne ça, et tout de suite, je vais lancer un nombre qui est listé sur la porte, c'est-à-dire 1. Je lance le dé, et là, voilà, je ne fais par exemple pas de bruit. Par contre, vous allez avoir un bruit sur un dé, vous allez avoir un autre bruit sur un autre dé, et vous allez avoir une face avec un 3 comme ça, et une face avec un 2.
Et surtout, la face ici qui est le Joker, qui est une face qui vous donne soit 2 réussites automatiquement, et de relancer surtout un dé, ou alors d'activer un de vos items qui requiert justement cette petite étoile. Alors c'est vrai que quand on fait du bruit, on n'aime pas trop arriver sur ce Joker, parce que ça nous permet déjà de lancer un autre dé, qui lui va nous rajouter du bruit, ou alors rajouter un autre bonus qui va nous faire relancer des dés, etc. Donc vous pouvez voir qu'avec une action de bruit de 1, on peut très bien monter à des actions de bruit. Donc là, il s'est passé, eh bien, ceci, je ne fais rien. Par contre, au postulat, si vraiment j'avais fait un bruit, eh bien, je récupère une carte. Et dans la carte, ici, on me dit qu'il y a un temps perdu. Je suis obligé de faire l'effet qui se trouve en haut et l'effet qui se trouve en bas si j'arrive à faire 5 bruits, par exemple, ici. Ici, par exemple, si j'avais fait un bruit, eh bien, tiens, je relance un autre dé, voilà, ça me fait 2 et 3. Donc, vous voyez que ça peut monter, et puis vous faire arriver d'autres patrouilles. Donc, faites attention vraiment quand vous allez faire du bruit. Donc, ça, c'est une action. Une action, je dévoile ici eh bien, la map, du coup, je regarde que là, il y a 2 unités. Alors les unités, elles se font quand? On va les retourner directement pour dire, hop, elles ne sont plus là. Et on va tirer ensuite des cartes ennemies. Alors les cartes d'ennemis, c'est un peu comme Zombicide, on vous dit que si c'est des jetons verts ici, eh bien vous mettez un soldat B. Vous avez une fiche de mission ici qui vous donne à chaque fois à quoi correspond le A, le B, le C, le D ainsi que le I. Ici, on nous dit qu'on met uniquement un B, donc on va mettre un soldat ici puisqu'il correspond au chiffre B, enfin au chiffre, non, à la lettre B directement. Donc ça, c'était uniquement pour ce token. Ensuite, je suis obligé de tirer une autre carte pour ici. Et là, bien évidemment, je vois qu'il y a 3 soldats maintenant. Donc on voit que cette salle, en fait, est bien gardée, le hall d'entrée, hop, hop, hop. Et du coup, ceux-ci sont directement mis en place, voilà comment on spawn un peu les patrouilles. Ensuite, on va leur mettre un petit état d'alerte ici, qui est juste un état de suspicion. On pourra ensuite le retourner, qui sera un état d'alerte où là, vraiment, ils vont commencer à tirer, etc. Mais là, on est juste entré, donc ils soupçonnent un peu que voilà, ils ont entendu une porte grincer. Mon action est finie ici, alors pour une autre action, je peux tenter par exemple de tirer. Alors effectivement, je peux tirer, vous pouvez voir que dans le fusil ici, là le côté ciblage, j'ai 6 de distance, je vais lancer 3 dés noirs, mais par contre je vais faire du bruit, parce que je vais lancer aussi 2 dés blancs, donc là vous voyez que tirer finalement avec Red Hawk, ça va être un peu compliqué. Je pourrais jouer des cartes, par exemple une ombre, ou avancer d'une zone et effectuer une attaque, je vais faire par exemple ça veut dire Dos dit Viender, je ne sais très mal prononcer le russe, mais cette action, en la défaussant, cette carte, me permet d'avancer une zone et d'effectuer une attaque avec 3 directement de dégâts. Donc je vais faire ceci, je vais avancer d'une zone et je vais attaquer celui-ci avec 3 de dégâts. Et j'utilise ici mon couteau, par exemple, qui me donne 2 dés noirs, donc je vais lancer bien sûr, et là vous voyez que je fais un truc assez fracassant, je fais énormément de dégâts. Pour pouvoir la défense, et on ne lance pas de dés directement avec les soldats, on voit directement sur la carte ici combien on a de défense. Pour le soldat, c'est 4. Là, bien évidemment, j'ai fait plus que 4. Il meurt directement dans d'atroces souffrances, si possible. Et cette carte, bien évidemment, hop, elle ne revient pas du tout en jeu. Alors, on a un point d'interrogation ici sur le dé blanc. Ça veut dire qu'on pourrait, bien sûr, lancer des dés blancs pour pouvoir faire du bruit, etc. Voilà, je ne vais pas non plus vous expliquer toutes les choses, mais on peut aussi lancer du bruit là-dessus. Donc il me reste encore une action, je vais pouvoir tirer, je vais pouvoir avancer, ouvrir cette porte, etc. Et je vais pouvoir aussi, par exemple, jouer ici, avancer d'une zone, effectuer une attaque de tir. Et par exemple, donc je pourrais encore jouer des cartes, etc. Donc là, je vais me dire que finalement, je vais m'arrêter ici, je vais rien faire d'autre, voilà, ou alors je vais dire, tiens, je vais essayer de me déplacer de 2 zones avec une autre carte qui est ici, voilà, et non, tiens, même pas, je vais avancer, d'une zone, et puis je vais dire que je vais attaquer avec une attaque, puis voilà, standard. Bon, vous avez un peu compris le principe. Alors, la même chose pour les alarmes, vous allez avoir une carte qui est dotée d'un effet au-dessus, qui peut être joué directement en défonçant la carte et en faisant l'effet, c'est-à-dire avancer de zone, etc. Ou alors avoir ici un mouvement discret qui est par exemple de pallier un autre système de dés, ou alors de se dire que par exemple ici, si je défausse cette carte, j'ai directement 3 succès noirs. Ça veut dire que dès que vous allez lancer en fait des dés noirs, vous allez pouvoir tomber sur un résultat comme ça, qui est tout pourri, c'est possible, vous n'allez pas avoir de relance et vous allez pouvoir défausser les dés pour dire tiens finalement maintenant hop j'ai ce succès là. Pareil, quand vous faites des étoiles, vous relancez bien sûr le dé, vous faites un +2, si j'ai une étoile je relance encore, ça s'additionne pour pouvoir faire une grosse attaque.
Alors bien évidemment, on va avoir des compétences supplémentaires, etc., qui vont nous permettre, comme à Zombicide, de faire autre chose dessus. Je vais pouvoir, avec par exemple Clotine, elle a une compétence de vengeance, je vais pouvoir avancer directement d'une case où il y a un nazi pour pouvoir tirer, avoir 2 actions supplémentaires, voilà. Donc il y a tout un micmac à faire. Une fois que vous allez avoir fait ceci, donc bouger, etc., un joueur, uniquement un héros, une fois que le héros a fini, on passe au tour des ennemis. Alors les ennemis, on a tout ce qui est post-alarme, etc., c'est-à-dire que s'il y a des unités ennemies alertées, on avance le marqueur de 1. Donc vous voyez qu'il ne faut pas laisser en fait des situations telles quelles où on est en état d'alerte parce que voilà, le token va monter alors que normalement le token d'alarme monte une fois uniquement à la phase finale du round. Donc vous voyez que là, il va falloir faire preuve un peu de stratégie pour éviter que les personnes soient alarmées. Une fois qu'on a fait ceci, on a les postes de combat. Donc toutes les unités en fait alertées se déplacent. Donc là, c'est pas le cas, bien sûr ici, on serait dans cette mesure, voilà, on se déplace pour pouvoir attaquer, etc. Donc ça, vous connaissez un peu. On a ensuite tué les intrus, c'est là on va pouvoir attaquer directement avec les autres. Donc pour pouvoir attaquer, on va dire qu'au postulat on est un peu comme ça. On attaque au corps à corps, donc chaque soldat en fait, lui, a une valeur de combat de 3. Ça veut dire qu'il a directement 3 succès. Et les autres soldats, en fait, qui seraient amenés à être sur la même tuile, vont lui donner un bonus de plus 2. Par exemple, ici, on aurait, lui, il va taper à 3, plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Moi, j'ai uniquement 2 dés pour pouvoir me défendre, et bien évidemment, j'ai ensuite les cartes qui me permettent d'avoir des succès supplémentaires en vert si je le possède. Je vais lancer les dés. Par exemple, ici, je fais 3. Alors 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer surtout une carte blessure, et je vais avoir une compétence au-dessus, à faire obligatoire, et une compétence en dessous, si je récupère 5 dégâts. Donc là, par exemple, j'ai fait moins 3 au 7, je récupère 4. Il s'en est fallu de peu, parce qu'à 5, par exemple, je ne peux plus jouer de cartes avec des symboles d'éclair. Donc faites vraiment attention aussi quand vous allez récupérer des cartes qui vont justement vous permettre d'avoir un handicap, mais surtout de vous coucher votre figurine. Et bien évidemment, quand tout le monde est couché, c'est un échec de mission. Donc on a vu l'ouverture, on a vu les combats, on a vu la défense, nous avons vu aussi, à la fin de la phase des ennemis, l'ouverture des yeux. Ça veut dire qu'on vérifie si des héros sont dans la ligne de vue ennemie, et si nécessaire, on fait monter le niveau de vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas de figure-là, comme tout à l'heure, là, ils n'avaient pas bougé parce qu'il n'y avait personne en alerte, mais là, ils ont lui directement en ligne de vue ainsi que lui, hop, ça passe directement en alerte, et on sait qu'au prochain tour, il va falloir dézinguer les 3 avec la petite Claudine pour pouvoir enlever directement ceci et mettre un petit pion en disant que cette salle est maintenant safe. Donc vous voyez que finalement, ça va être un peu compliqué. Une fois que tout ceci a été fait, on va passer à la phase finale du round. Là, tous les joueurs qui possèdent au moins 5 cartes vont piocher une carte. On avance le marqueur de mission de 1 tour qui est le niveau de l'alarme et on récupère les jetons ordre pour le tour suivant, à savoir qui joue en deuxième, qui joue en premier, troisième, etc. Alors une petite particularité, c'est quand on va fouiller les items, ça va être la même chose. On va lancer en fait 2 dés, voilà. Donc là par exemple, je fais 4, mais je vais devoir relancer celui-ci. Ça fait 4, ça fait 5, 6, 7. Je vais pouvoir lancer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez que là, j'ai fait 10 bruits en récupérant une petite cagette ici qui est une grenade, que je vais mettre directement là-dessus, c'est une action. Je vais prendre une carte. Je dois relancer un dé, donc ça, je sais que je suis au maximum, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai un 5, une patrouille ennemie apparaît, elle est confiante. Quand on dit elle est confiante, on lui met un petit jeton comme ça, elle apparaît, hop, on lui met un petit token en disant que voilà, il y a une autre patrouille qui apparaît, ce qui permet vraiment d'avoir vraiment une cacophonie en fait de nazis autour de la table. Vous pouvez voir que là, il y a aussi des portes 3D. Alors là, ça faisait partie du stretch goal, je pense, qui sont assez bien foutus, qui apportent un peu de l'immersion. Et chose assez intéressante, c'est que vous allez avoir des lieux avec des bureaux comme ça, des cartes qui vont être positionnées ensemble. Donc là, vous allez plus le voir. Et une fois que vous ouvrez en fait la porte et que vous avez une ligne de vue sur le bureau ou toute autre en fait carte carrée qui s'y trouve, vous allez retourner directement cette carte. Et là, on a un débriefing ennemi. On fait apparaître par exemple 2 tokens ici dans cette salle, c'est une patrouille, elle est confiante, et bien évidemment, quand vous avez une ligne de vue ici, vous allez retourner, récupérer des cartes jetons, etc. d'ennemis qui vont pallier au fait de retourner les jetons. Et je vous ai dit en préambule que vous allez avoir 2 modes de jeu dans ce Rage Buster. Vous allez avoir un mode de jeu campagne qui donne 6 missions pour pouvoir faire votre scénario de campagne. Et vous allez avoir un autre mode qui constitue le mode raid. Alors le mode raid, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mode totalement aléatoire qui vont vous donner directement des équipes supplémentaires. Les équipes vont vous dire que par exemple,
Vous avez l'équipe Brussard, l'équipe Vautour, l'équipe Faucon, l'équipe Épervier, ainsi que le QG des Rage Busters qu'on va poser ici pour vous donner tous les symboles, les jokers que vous allez pouvoir récupérer avec les pions d'héroïsme, etc. qui vont vous servir à EP durant la campagne, vos équipements. Donc par exemple, l'équipe ici Vautour, avant le début de la partie, retournez toutes les armes de l'équipe Vautour du côté Vril. Donc vous voyez que vous avez les implants, etc. Donc il y a un setup de toutes les équipes. Donc ça c'est assez sympa, moi je trouve cette idée assez originale pour apporter de la replay value directement dessus. Vous allez avoir 4 cartes de raid. Alors les cartes de raid, c'est quoi? Ça vous donne carrément des objectifs, c'est-à-dire un assassinat, trouver le dossier, une désinformation ou une démolition planifiée. On en récupère toujours une. Et vous allez avoir bien évidemment des cartes de raid de faction. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir l'expérience Vril, le saturé de Vril, le Wolf, le blindé et le Wolf part en chasse. Alors ici, c'est uniquement pour vous donner grosso modo toute l'artillerie qui vont popper directement de vos tokens de nazis que vous allez retourner. Donc c'est un peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et bien évidemment, vous allez avoir un setup du plateau raid qui vont être la folie des cartes, les profonds souterrains, le livret de mission page 22, l'adieu aux blanches, etc. Donc moi je trouve ça assez sympa, même plus intéressant que le mode campagne, puisque là ça vous permet vraiment d'avoir une bonne replay value à côté. Alors bien évidemment, là-dessus on a toujours d'autres caractéristiques avec les chiens, avec les expériences 6XX, l'expérience 601, voilà, il y a plein de choses, le scientifique, les soldats, ça c'est quoi? C'est le Wildpanzer, ainsi que le Storm Canonnier. Donc beaucoup de choses si vous aimez buter du nazi. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue et le gameplay un peu de ce Rage Buster. On va passer maintenant au débrief et je vais vous donner mes points positifs ainsi que les points négatifs, tout en vous donnant mon sentiment vraiment final sur ce jeu. Alors le premier point positif ici du jeu, et on commence par les points positifs, la jovialité, c'est la qualité du matériel des figurines ainsi que des tuiles des cartes et des dashboards. Franchement, moi j'ai été vraiment surpris. Il n'y avait pas de ligne de moulage. Alors moi je m'y connais pas plus que ça en figurines. C'est Fred qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de ligne parce que ça se verrait par rapport à là, etc. De la chaîne Le Culte du Dé, d'ailleurs je passe le bonjour à travers cette vidéo, on a vu ensemble lors de la dernière voix des jeux et qui m'a dit non c'était vraiment très top et tout. Et moi de ce que j'ai vu, je me suis dit c'est hyper sympa comme le Batman que j'avais pu recevoir de chez Monolith. Donc le matériel est vraiment florissant et vraiment en quantité il y a de quoi faire à l'intérieur. Et frère, c'est vraiment plaisant en fait de jouer avec des trucs comme ça, les portes en 3D, de les ouvrir, etc. Donc c'est vachement du très bon matériel. Autre point positif ici du jeu, c'est le gameplay. Le gameplay assez original qui vous donne des actions génériques à faire lors de votre tour de jeu, mais d'augmenter en fait ces actions avec votre deck et avec votre main. Du coup, vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 5-6 actions durant votre tour et essayer de pallier, de jouer un petit ce côté stratégique. Il va y avoir autour une communication autour de la table en vous disant attends, est-ce que tu peux faire ça? Ouais, moi derrière je peux ouvrir la porte pour essayer de jouer de ma compétence furtif, etc. Moi à côté je peux tirer et sniper quelqu'un, ok, donc moi à côté je peux avancer et taper l'autre nazi, machin. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Et il faudra vraiment faire preuve de coordination puisque pour la simple et bonne raison que l'alarme fatalement va arriver à sonner, à un moment donné tout le monde va vous tirer dessus directement et il va falloir pallier justement à ces rondes d'alarme qui symbolisent directement la fin de partie généralement. Un autre point positif ici, c'est le fait de pouvoir jouer 2 modes de jeu. On va avoir le mode campagne qui propose 6 scénarios, et j'y reviendrai bien plus à la suite dans un point qui pour moi est négatif. Et on va avoir le mode raid ici, qui vous permet de piocher une carte parmi un pool de 4 sur la mission du raid, sur le plateau, ainsi que les ennemis que vous allez avoir, ainsi que les équipes, qui vous permettent un peu d'avoir une replay value à l'intérieur. Alors moi, concrètement, la replay value, elle se base uniquement sur le mode raid, pour la simple et bonne raison que c'est celui qui vous offre plus d'opportunités et plus de possibilités pour pousser un peu plus l'expérience avec le matériel que vous allez avoir à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez sympa d'avoir quand même 2 modes de jeu à l'intérieur de celui-ci. Et enfin, le dernier point positif ici, c'est un thème qui est très fort. Effectivement, c'est un thème qu'on ne retrouve pas tellement, en fait, ce côté Wolfensteinien, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce côté Seconde Guerre mondiale, nazi, qui essaye de voir le monde occulte, les enfers, la magie noire, faire sortir Belzébuth du sol pour taper tout le monde, Churchill, etc. en Angleterre. C'est assez sympa, moi j'aime bien ce côté rétro, le côté pin-up hyper badass, le côté résistant, petit foulard où je tire avec mon petit fusil mitrailleur, etc. Donc voilà, c'est un thème très fort qu'on ne voit pas tellement dans les jeux de société, et c'est vrai que ici,
ça nous donne une bouffée d'air frais, donc merci encore pour avoir un thème assez costaud. Et passons maintenant au point négatif du jeu. Et là, malheureusement, eh bien, il en a pléthore. Alors, je vais commencer à vous les lister. On commence par le plus basique, pour moi, le plus essentiel, c'est le livret de règles qui est ici. On le voit comme ça, en fait, on se dit « Ouais, c'est super bien et tout, avec les bonnes illustrations. » Après, on voit tout ceci, on dit « Ouais, il y a plein de trucs, il faudra lire, c'est cool. » Après, on regarde ça, on fait « Ouais, il y a plein de lectures et c'est bizarre. » Après, on revient ici, on fait « Ouais, il y a encore plein de lectures, mais on nous parle encore des trucs. Ouais, il y a encore de la lecture. Ouais, il y a encore de la lecture, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ouais. » Et à la fin, j'arrive. Et voilà, on a toutes ces pages qui nous disent que cet item fait ça, cet item fait ça. Et les 3 dernières pages de fin, eh bien, ce sont des pages pour les compétences. Donc, si vous êtes amené à comprendre les compétences dans votre première partie, et même dans votre 3-4 premières parties, vous allez pas mal passer de temps à faire « Ok, alors là, je fais ça. Attends, je fais ça. Mais est-ce que je peux faire ça? Alors, attends, c'est pas dit. Comment on chope la blessure? Alors, attends, je crois que la blessure, Voilà, un livret de règles qui est vraiment mal foutu. Alors, je sais qu'on m'a dit, moi, en aparté, quand j'avais crié sur le livret de règles, « Ouais, mais t'inquiète, il y a la 1.5 apparemment qui arrive. » Est-ce que c'est censé me rassurer? Parce que moi, je me dis, normalement, dans un jeu fini, on a un livret de règles aussi fini. Comment ça se fait que je dois attendre une 1.5 pour pouvoir bénéficier de mon jeu? Je vous le demande, mettez-moi en commentaire comment cela se fait. Donc c'est un gros raté sur les points de règle. Un autre point négatif ici du jeu, c'est la quantité de matériel avec tout ceci. Mais on fait quoi en fait une fois qu'on a passé les 6 scénarios et puis le mode raid? Et voilà, on fait plus rien pour la simple et bonne raison que voilà, la campagne elle se termine en 6 scénarios. Et je reviendrai aussi sur ces scénarios parce qu'ils m'ont un peu titillé. Et une fois que vous avez fini les modes raid, ouais, on va pouvoir en refaire. Ouais, c'est sympa, mais est-ce qu'on va refaire toujours la même chose? Ouais, 2 fois, 3 fois après 4, ouais, c'est bon, on a oublié, on veut plus en faire. Donc c'est un peu compliqué, c'est dommage d'ailleurs. Et puis ensuite on m'a dit en aparté, ouais, le map editor arrive. C'est encore le travail des joueurs, des fans qui vont encore une fois travailler, pagayer pour pouvoir ensuite nous proposer autre chose d'un peu plus concluant que ce qu'on trouve dans les livrets de règles ou alors d'autres missions assez sympas. Il faudrait peut-être arrêter, chers éditeurs, de quand même laisser la contribution aux personnes pour pouvoir travailler à votre place et du coup de faire le strict minimum comme par exemple Zombicide avec Cool Mini or Not qui eux savent très bien faire aussi la chose. Un autre point négatif ici pour moi, on nous dit que le jeu peut se jouer de 1 jusqu'à 4. Ouais, c'est vrai qu'il peut se jouer de 1 jusqu'à 4, mais on n'a pas dit qu'à 1 c'était aussi clairement chiant, parce qu'il va falloir gérer 4 personnes. Alors gérer 4 personnes, normalement en soi à Zombicide, rien de grave. Par contre, quand vous gérez 4 decks de main totalement différentes, et vous dites, attends, avec lui, mais est-ce qu'il peut faire ça? Ouais, je regarde son truc, avec lui je peux faire ça au prochain tour, mais avec lui je peux aussi faire ça. Non, mais je vais voir aussi avec lui ce qu'on peut faire. Impossible. Moi j'ai fait 2 parties comme ça, et j'ai demandé à ma femme qui vous pense, s'il te plaît, simule-moi un truc, parce que je vais commencer à crever. Et voilà, il fallait vraiment qu'on simule 2 de chaque côté. 2 encore, ça passe, mais tout seul gérer les 4 mecs, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Il y a trop de cartes. On se dit sur la coordination en fait. Là, on se base vraiment sur le papotage et tout. Sur la coordination, il y a un truc qui va pas. Et on peut pas jouer avec uniquement un seul joueur parce qu'on se retrouve avec des fois 4 nazis pour un spawn, un chien, etc. Et tout seul, forcément, on peut pas le faire. Donc je sais pas s'il faut jouer à chaque fois 2 tours de suite, etc. Je n'en sais rien, je veux pas le savoir aussi, parce que pour moi, c'est carrément déséquilibré pour un joueur, on comprend rien du tout. C'est même pas où on va, il y a certaines notions aussi de déséquilibre, où vous allez lancer des dés, et à foison pour une simple porte que vous allez ouvrir. Alors je veux pas sur une porte blindée, ouais, qui demande un peu plus de trucs, ok, ou c'est 3D, où on se dit, c'est assez touchy. Ah, quand même, pour une porte avec un dé, vous faites le joker, vous relancez. Vous refaites un autre joker, vous relancez. Vous refaites un autre joker, vous relancez. C'est de l'escalation à la puissance. Et du coup, vous dites, oh là, mais la première porte, je me chope carrément 2 patrouilles en plus. Je refais la game en fait, ou alors je vais tricher pour éviter de faire un truc, parce que qu'est-ce que c'est que tout ça? Et enfin, le dernier point négatif, et là c'est propre vraiment aux éditeurs qui nous donnent à chaque fois des grosses tuiles comme ça, mais c'est la place que ça prend, et puis c'est le temps de mise en place qui est énorme. Dans les modes raid, mais c'est un calvaire vraiment de mettre la mise en place du truc, ça prend une plombe. Alors c'est en fait, vous faites ça la veille et vous jouez le lendemain, c'est plus simple. C'est vrai que je grossis le trait comme un fou, et comme un bâtard en plus, mais c'est carrément long. Moi, les mecs qui ont reçu ça m'ont dit, le mode raid, est-ce que t'as galéré à mettre en place? Je fais, ouais, j'ai pris pas mal de trucs. On m'a dit, nous aussi et tout, on a pris pas mal, et c'est chiant parce que finalement, le temps de jeu,
bah, quand on installe, on se dit ouais, c'est fini, je prends quand même une pause pour pouvoir jouer. Mais voilà, c'est un temps de jeu, c'est un temps de mise en place qui est assez grand. À côté de ça, il vous faut une grande table aussi, parce que les dashboards à côté, les grandes tuiles. Alors je vous montre, c'est pas que les tuiles sont mal faites, hein, loin de là. Alors il y a un petit côté où moi j'avais un rouge un peu qui était, et ça aussi j'en ai parlé avec des gens qui l'avaient trouvé, et eux qui avaient suivi la campagne et qui l'avaient backé, parce que moi je l'ai pas suivi en toute honnêteté, c'est un truc que j'ai reçu et tout. Et on m'a dit ouais mais le rouge était plus pimpant en fait. Et moi je le trouve hyper fade et on m'a dit mais non normalement c'est un autre rouge qu'il y avait. Je sais pas si c'est dû à l'impression, pour moi ça me parle plus ça le recto, donc je vais vous en montrer une autre. Là on a un théâtre et tout, c'est sympa hein, mais je sais pas, il y a un manque de contraste, je sais pas, c'est pas des lumières un peu vives, un peu punchy, alors que derrière on a un truc assez sympa, sanglant. Donc voilà, moi je trouve les tuiles château pas fifou, alors que les tuiles prison et tout ont un peu plus de gueule. C'est un sentiment très personnel, hein, ce que je vous expose là. Mais voilà, je sais pas, je trouve un truc un peu bizarroïde. Et je me dis que voilà, il faudrait peut-être arrêter à nous proposer tout le temps des grandes tuiles comme ça, parce que ceux qui n'ont pas forcément une grande table, ils font comment, messieurs, pour pouvoir jouer? C'est un peu compliqué, hein, et ça c'est le constat un peu général des éditeurs qui vont nous permettre là, de faire des grandes tables de jeu, mais non, on veut juste jouer comme Descent ou Imperial Assault sur des petits espaces assez sympas pour pouvoir profiter de notre jeu. Alors finalement, mon ressenti final, est-ce que je vous recommande ce Rage Buster ou pas du tout? D'ailleurs, est-ce que je vous recommande un jeu ou pas du tout? Je vous donnerai maintenant dans chaque vidéo mon sentiment très personnel, mon feeling, etc. Et je ne vais plus vous dire allez-y, n'allez pas, parce que vous allez être libre arbitre, c'est vous qui allez vous dire bah ok, de ce qu'il m'a dit, moi ça me plaît, ou alors de ce qu'il m'a dit, moi ça me plaît pas truc, j'y vais pas. Donc voilà, je vous donne vraiment mon sentiment perso, et je vous dirai même plus de pas y aller, parce que c'est hyper subjectif en fait de trouver un jeu bon et pas bon. Donc voilà, vous avez un peu un glossaire et puis un résumé de la chose, et je vais vous donner mon expérience là-dessus. Mon expérience vraiment là sur les premières parties, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse parce que une mise en place qui est longue avec une table hyper grande, je me dis bon ok c'est pas grave. Ensuite le nez fourré dans ce livret de règles qui je rappelle moi j'ai pas aimé, hein, c'est mal foutu, il y a des coquilles, je comprends rien, j'ai dû le lire 3-4 fois. C'est pas du stade de Human Interface, encore une fois je vais pas cracher dessus, Human Interface c'était la merde totale. Celui-ci quand même, il faut quand même pagayer. Hein. Donc voilà, ça m'a fait chier de revenir encore va-et-vient. J'ai demandé aussi, même des fois à Léo hein, sur Facebook, mais attends, cette compétence, qu'on peut faire avant et tout. Lui-même l'avait demandé parce qu'il avait plus tellement les règles. Voilà, c'est pas normal quand même, c'est pas normal d'avoir un jeu fini où à la fin vous dites putain, le livret de règles, ça craint quoi. Et les personnes qui me disent ouais, mais attends, il y a le 1.5 qui sort. Bah attendez, c'est pas normal quand même qu'on attende le 1.5 pour pouvoir jouir d'un jeu qui soit hyper bien fondé sur des règles. Je suis obligé d'attendre un truc une fois que j'ai reçu et que j'ai attendu quand même le Kickstarter pour pouvoir faire un truc à côté. Et les gens me diront, mais t'as pas Kickstarté, tu l'as eu gratos. Bah, et alors, d'autant plus, c'est hyper gênant quand même de trouver un truc hyper mal foutu dedans. Donc non, c'est pas parce que j'ai reçu aussi quelque chose que je veux dire, ah non, c'est formidable, c'est machin. Rien à foutre. C'est un livret de règles qui est pourri. Moi, peut-être que c'est dur, mais moi je l'ai trouvé chiant et ça m'a vraiment fait chier. C'est pour ça que c'est un rejet qui est assez fort là. Mais j'en ai eu marre de le lire tout le temps, de me dire putain, mais telle compétence c'est ça, telle compétence ça. Carrément, j'écrivais sur un petit bloc-notes en disant que vengeance, je pourrais faire ça. Ensuite, ça rentre. Mais à un moment donné, je sais très bien que si dans un mois, je reviens là-dessus, j'ai totalement oublié moi les compétences. Hein. Il y en a énormément que du coup, on est un peu prise dans une tourista cacophonique. On se dit bah tiens, c'est une diarrhée orale quoi, donc et visuelle. Donc c'est hyper compliqué. Il en reste que moi, voilà, c'est pas une très bonne expérience que j'ai eue dedans et je suis tombé vraiment de haut. Moi, j'attendais vraiment un Rage Buster assez dynamique, bien sympa et tout, bien foutu. Bien évidemment, il propose un matériel de très grande qualité. Bien évidemment, il propose un gameplay avec une bonne coordination et ça c'est top. Bien évidemment, on a le côté stratégique. Vite, il faut aller vite, sinon l'alarme va commencer à se réveiller. Et du coup, on a ce côté infiltration sympa avec le côté Reich où vous allez taper d'ailleurs à côté. Ces deux-là sont vraiment combinés, mais quand on joue en fait, je sais pas, il y a un truc c'est la magie qui n'opère pas. Alors, est-ce que c'est dû justement à ses allers-retours dans le livret de règles? Peut-être, et très certainement, ouais, que ça m'a un peu biaisé là-dessus. J'ai fait quand même une dizaine de parties. Je suis allé jusqu'à la campagne de la mission 3. Campagne qui est encore une fois très classique, quoi.
Moi, je m'attendais à avoir un fluff derrière, parce que pour Mythic, je sais qu'ils travaillent vraiment sur le background comme ils l'ont fait avec Joan of Arc. Et je m'attendais vraiment à avoir un truc bien fouillé, je sais pas, des documents, des trucs comme ça, des embranchements, des scénarios et tout. Vous avez loupé, c'est pas une fin en soi, vous allez là-bas. Ou vous êtes capturé, vous revenez là-bas. Ou si votre personnage est capturé, pour pouvoir le récupérer, ben, vous n'avez pas ce personnage, vous avez une mission annexe à la même mission qui permet de recapturer. Moi, je m'attendais vraiment à une campagne assez scénarisée comme ça. Et là, c'est uniquement, tu as gagné des points héroïques, tu augmentes ton personnage, ouais, c'est sympa, mais c'est trop creux. C'est creux pour un truc où on doit se baser sur du fluff. Donc une campagne vraiment anecdotique, très légère, même pas, il n'y a rien, même pas intéressant. Je me suis plus marré. Le seul raid que j'ai fait, parce que ça prend énormément de place et du temps, le raid que j'ai fait, ça m'a paru plus sympa à jouer que les 3 missions de campagne. Laissez présager quand même la suite. Donc voilà, c'est un jeu qui est très moyen pour ma part, vraiment. Et j'en suis désolé parce que Mythic Games, je sais qu'ils font des trucs assez sympas, mais là, c'est quand même le deuxième jeu. Joan of Arc, moi, je ne l'ai pas encore ouvert et j'ai reçu aussi un truc. Et on m'avait dit des jeux au début, il y avait la 1.5, ça corrigeait pas mal de trucs, des scénarios broken. Bon, pour le premier jeu, on peut quand même se dire, ouais, bon, ok, c'est sympa, etc. C'est le premier, pourquoi pas. On va dire le bénéfice, machin. Là, c'est quand même le deuxième. Il y a eu quand même du taf, etc. On nous a dit, ouais, on a fait plein de trucs, machin. Le livret, etc. est mis. Là, on se retrouve encore un truc qui pêche et qui est comme ça, là. Donc, je me pose un peu des questions. J'espère vraiment... Alors moi, celui-ci, je ne l'ai pas testé. Je sais que le Super Fantasy Brawl, quand j'ai joué, j'ai eu de bonnes sensations. Alors, est-ce que je me trompe encore une nouvelle fois, machin? J'espère que non, parce que là, ça serait quand même 3 jeux qui sont un peu bancals comme ça chez Mythic, ce serait un peu chaud. Mais je sais que moi, en tant que mec qui kickstart des trucs, si vraiment je kickstart, hein, si je pars du postulat où je donne mon argent à telle ou telle personne et je reçois un truc comme ça, je sais que pour le prochain projet, moi je dis oh là là, c'est bon, je freine parce que j'ai reçu un truc, j'étais dégoûté. Et... Pardon, j'ai failli mourir. Et ça m'est arrivé en plus quand je kickstartais avant. J'allais plus sur des mecs où je sentais que c'était de la merde parce que je me suis dit c'est bon, je me suis fait entre guillemets carotte une fois, je vais pas retourner là-dessus. Donc voilà, c'est un jeu hyper moyen. Moi quand j'en parle aux gens, ils me disent à peu près bah ouais c'est sympa mais c'est pas non plus fifou. Voilà, moi j'ai passé une dizaine de parties dessus. J'ai pas voulu voilà, revenir directement, auquel cas. Et je pense même en toute honnêteté taper sur un jeu concours pour vous faire gagner le all-in parce que je pense que je vais même pas le garder, si bien que je le ressortirai jamais. Donc j'essaye de voir un peu comment je pourrais faire la chose et en même temps ça va aider les aides-soignants donc ça serait carrément meilleur. Donc voilà, Rage Buster, c'est dommage parce que pour moi j'ai pas trouvé de... Il y a des bonnes sensations, mais c'est pas assez pour pouvoir me projeter à rejouer. C'est un jeu qui a de très bonnes idées, etc. Mais il y a trop de défauts qui me permettent vraiment de revenir dessus. Et voilà, donc pour moi c'est dommage, mais c'est un jeu qui est hyper moyen. Donc vous avez mon avis et cette vidéo qui va vous permettre de vous faire et de vous donner aussi votre propre avis. Mais on n'hésite pas aussi à commenter pour échanger un peu ensemble sur cette vidéo. Et voilà, ça fait à peu près maintenant une trentaine de minutes. J'ai vraiment pris le temps un peu de débrousser parce que j'ai le temps maintenant avec le confinement. Donc je vais vous faire à chaque fois une vidéo comme ça où je vais vous parler d'un jeu. Et ensuite, quand je reprends mon activité, eh bien, avec le travail et tout ça où j'aurai moins de temps, bah, je repasserai sur un jeu talk un peu plus condensé. Mais si j'ai le temps, je préfère vous exposer des trucs, voilà. Donc voilà, Rage Buster, bah, c'est dommage. Pour moi, c'est un mini loupé entre guillemets, hein, même s'il a des bonnes idées à côté. Bah, il y a trop de trucs, moi, qui me font grincer des dents pour pouvoir ensuite revenir et pour pouvoir le recommander, grosso modo, aux autres joueurs. Tellement il y a mieux à côté, Descent, Imperial Assault, etc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche au-dessus, n'hésitez pas, et là j'insiste vraiment sur le partage parce que c'est des revenus qui vont être donnés directement aux aides-soignants, donc partagez cette vidéo, donnez-la à droite, à gauche, etc. Partagez-la partout, les forums, machin, pour avoir 1 milliard de vues et pour donner tout ça à nos aides-soignants qui sont en plus en première ligne maintenant, donc c'est super chaud pour eux. Et si on peut les aider au-delà de tapoter à 20 h sur un balcon quand il fait froid, eh bien c'est carrément mieux, on sera au chaud, on a juste à partager un lien. D'ici là, restez chez vous s'il vous plaît, et si vous êtes malade, bah, restez sous votre couverture, prenez du Doliprane, vous allez voir, ça va passer. Ma femme a pu eh bien s'en séparer au bout de 14 jours, c'est assez long, gardez la force, jouez à vous, par contre des bisous partout, ciao ciao.